Bonjour tout le monde, nous voilà en 1958, l'année où le Walk of Fame a été créé par la Chambre de commerce d'Hollywood. C'est la promenade où figurent sur le trottoir les étoiles en hommage aux différents acteurs de l'industrie du spectacle aux États-Unis. Une caméra pour l'industrie cinématographique, un poste de télévision pour l'industrie télévisuelle, un tourne-disque pour l'industrie musicale, un microphone pour l'industrie radiophonique et une paire de masques antiques pour l'industrie théâtrale. Elle a été créée avec 2500 étoiles vides. Durant un peu plus d'une année, les premières 1558 étoiles ont été attribuées. En septembre 2022, le Walk of Fame compte 2734 étoiles. C'est aussi l'année où un acteur gagne l'Oscar du meilleur acteur pour un premier rôle, alors qu'il n'est que très peu de temps à l'écran. David Niven dans Table séparée. Il apparaît 23 minutes et 40 secondes sur un film d'1h30. Le deuxième, ce sera Anthony Hopkins pour Le Silence des agneaux. Pour un film qui dure plus de 2 heures, il apparaît 24 minutes 50 à l'écran. Pour les naissances cette année, nous avons 2 réalisateurs, dont un que j'aime particulièrement, Tim Burton, et Chris Columbus qui a fait entre autres les Harry Potter, enfin quelques-uns. Du côté des actrices, il y en a une sacrée panoplie, Sharon Stone, Holly Hunter, Andy McDowell, Michelle Pfeiffer, Annette Bening, Angela Bassett, Madeleine Stowe et Madonna. Du côté des comédiens, Gary Oldman, Alec Baldwin, Kevin Bacon, Tim Robbins, Viggo Mortensen et Robert Patrick. Du côté des acteurs français, nous avons Bernard Campan, Lambert Wilson, que j'adore, Alain Chabat et il y avait quand même 2 chanteurs que je ne pouvais pas éviter, Prince et Michael Jackson. Du côté des décès, il y a Harry Cohn, le dernier fondateur de la Columbia Pictures et un des plus grands magnats d'Hollywood à cette époque-là. Comme nous sommes à la 30e année des Oscars, on va de nouveau parler des statistiques concernant les nominations et les Oscars pour les productions. Au total, sur les 30 années passées, la MGM reste en tête avec un seul Oscar durant la dernière décennie. La Columbia passe de 4e à 2e position avec ses 3 Oscars, décalant ainsi la Fox, la Warner et Paramount d'une place vers le bas du tableau. RKO, Samuel et Universal restent à leur place avec 0 Oscar ces 10 dernières années. 4 Oscars ont été gagnés par d'autres maisons de production. Je vous laisse aller regarder si ça vous intéresse un peu plus. Place maintenant aux Oscars. Avec un film policier, Témoin à charge, de Billy Wilder avec Marlène Dietrich, un film mélodrame, Sayonara avec Marlon Brando, 2 drames, 12 hommes en colère avec Henry Fonda et Les plaisirs de l'enfer avec Lana Turner, et un film de guerre, Le pont de la rivière Kwai. Le pont de la rivière Kwai a été nominé 8 fois et a reçu 7 Oscars. Il a gagné le Golden Globe du meilleur film, mais il a aussi gagné plus de 26 récompenses, ce qui était un record à l'époque. Les scénaristes Carl Fallman et Michael Wilson étaient suspectés d'être des communistes et étaient sur la liste noire. Ils n'ont donc pas eu leur nom au générique, et c'est Pierre Boulle, l'auteur du roman, qui a reçu l'Oscar alors qu'il a à peine participé au tournage. Et ce n'est qu'à titre posthume, en 1984, que les 2 scénaristes ont pu recevoir leur Oscar. 251 jours de tournage et que des misères. Je vais vous en dire quelques-unes, mais je vous laisserai aller chercher plus loin parce que c'est absolument incroyable ce qu'il y a autour de ce film. Le réalisateur David Lean et un des cascadeurs ont failli se noyer. L'acteur Geoffrey Horne s'est blessé grièvement à la jambe. Le second assistant réalisateur, John Kerrison, s'est tué dans un accident de la route, blessant au passage un des maquilleurs. Et un des caméramans a aussi perdu la vie dans un accident de moto. Il y a aussi eu un camion incontrôlable, rempli d'essence, on ne sait pas pourquoi il était là, qui fonçait droit vers le pont. Le pont, lui, rempli de dynamite pour la scène finale de l'explosion. Heureusement, l'armée sri-lankaise a détourné le camion pour l'envoyer dans un ravin où il a fini par exploser sans abîmer le pont. Il y a aussi eu des problèmes de matériel liés à la nationalisation du canal de Suez par le président égyptien Nasser, et c'est pourquoi le matériel a dû être envoyé par les voies aériennes plutôt que les voies fluviales. Une escorte policière pour aller jusqu'à l'aéroport. Le film est envoyé dans 3 avions différents pour arriver jusqu'à Londres. Lorsqu'ils ont ouvert les boîtes, il n'y avait pas de film. Ils l'ont retrouvé plus tard dans une caisse au Caire en plein soleil, heureusement, sans dommage. Par contre, ce qu'ils n'ont pas retrouvé, c'est le son de l'explosion qu'ils ont dû reconstituer avec des archives cinématographiques. Il a fallu 1500 arbres, 45 éléphants pour transporter le bois,
pour 130 mètres de long et 28 mètres de haut pour construire le pont, qui était un des plus grands édifices pour un tournage à cette époque-là. Pour l'explosion finale du pont, c'est toute une histoire. Ils avaient créé un système de voyants pour la sécurité de chacun. Malheureusement, un des cadreurs a oublié d'appuyer sur son voyant, alors que le conducteur du train avait déjà sauté. Je vous laisse imaginer la suite, le train est allé s'écraser 3 km plus loin dans un générateur électrique. Et pour le remettre sur les voies, ça a été aussi une belle histoire. Le ministre de l'équipement de Ceylan, à qui on a demandé de l'aide, a refusé. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas été invité à l'explosion du pont. C'est quand même un comble. Du coup, ils ont dû à nouveau utiliser des éléphants et des criques pour remettre le train sur les voies. Par la suite, de nombreux villageois qui habitaient autour sont venus récupérer les décombres de ce pont, où ils se sont d'ailleurs posé la question pourquoi il avait été construit pour être détruit juste après. Je peux comprendre. L'explosion du pont est absente du livre de Pierre Boulle. D'ailleurs, lui-même aurait dit qu'il aurait aimé avoir eu cette idée pour son livre. Je vais voir ce film, je pense bien que ça n'a rien à voir avec la réalité. Je vous en dirai un peu plus après. À tout de suite. Si le film est bien une fiction, c'est clair que les faits historiques sont vraiment édulcorés. Je pense pas que les Japonais étaient aussi sympas à l'époque, j'ai lu quelques trucs, je vous conseille de regarder un petit peu par vous-même. Le pont de la rivière Kwai, c'est un très bon film, c'est très bien joué, très bien réalisé. L'explosion du pont, on voit pas qu'il y a eu un raté, surtout par rapport à cette histoire de son que j'ai écouté, on voit pas non plus que ça vient d'archives, c'est assez réaliste. Malgré tout, c'est vrai qu'on pourrait quand même vouloir un peu plus de réalité dans ce film. Je rappelle que le film parle des prisonniers de guerre qui ont dû construire la route ferroviaire de Birmanie en 1942 et 1943 pour le compte des Japonais, ce qui a coûté la vie à plus de 13 000 prisonniers et 80 000 civils qui ont été enrôlés de force par l'armée nippone. Prochain film, Gigi de Vincente Minnelli avec Leslie Caron, une comédie musicale de la MGM. On va un peu plus s'amuser. Je me réjouis et je vous dis à bientôt.